n'a jamais rêvé de l'abondance et de la croissance perpétuelle? La théogénie a bien essayé de nous offrir ce firmament. Née du chaos, parente de l'insondable inconscient, elle a enfanté le cosmos, la conscience et l'émergence de l'humanité. Ainsi, de cet état germinal émerge le commencement du monde et son évolution. Avec Jupiter, la théogénie nous offre un grand instructeur, celui qui va permettre la progression menant à l'ordre universel. À l'issue du combat contre les titans, Jupiter impose une nouvelle génération de dieux olympiens, garants de la paix et de la prospérité. Avec Jupiter, c'est la superconscience qui naît, celle d'une humanité plus éveillée, plus instruite, plus harmonieuse, marquant l'émergence de l'abondance, de la foi, de l'éducation, de la croissance et de la stabilité sociale. Géant de notre système solaire. Jupiter s'impose comme la plus volumineuse des planètes avec un diamètre de presque 70 000 km et se place donc en 5e position à une distance moyenne de 5,2 milliards de kilomètres de notre Soleil. Elle fait partie des planètes gazeuses géantes avec une masse d'environ 318 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui nous donne une petite idée de son immensité. Et si je vous fais un comparatif par rapport au Soleil, Jupiter est environ 1000 fois moins massif que le Soleil. Son orbite est relativement elliptique, puisque son point d'aphélie, c'est-à-dire le point le plus éloigné du Soleil, est à 5,45 unités astronomiques et son périhélie, le point donc le plus proche du Soleil, est à 4,95 unités astronomiques, ce qui fait une révolution solaire d'un petit peu moins de 12 ans, je crois que c'est 11,86 ans exactement. Donc nous avons la chance de la voir à l'œil nu depuis la Terre et elle nous offre un panorama de belles bandes composées d'harmonieuses couleurs marron, beige et blanche qui sont des zones nuageuses. Donc ces bandes vont résulter de puissants vents qui soufflent dans des directions opposées. Et les zones blanches sont principalement constituées de nuages de glace d'ammoniac, tandis que les ceintures qui sont plus sombres vont révéler des nuages plus profonds qui sont riches en composés chimiques comme la phosphine, l'hydrosulfure d'ammonium et l'eau. Ces composés créent une atmosphère dynamique avec des variations de température assez extrêmes et des pressions différentes qui vont engendrer des phénomènes météorologiques importants. Par exemple, la grande tache rouge est une tempête massive qui dure depuis des siècles. Pourquoi ? Eh bien parce que cette dynamique atmosphérique est aussi influencée par la rapide période de rotation de Jupiter, estimée à environ 9h55, très précis. Cette rotation implique que la planète prend la forme d'un ellipsoïde de révolution avec un renflement léger autour de l'équateur. Donc cette rotation rapide permet de générer un important champ magnétique donnant naissance à la magnétosphère de Jupiter, qui est la plus puissante d'ailleurs du système solaire. Mais ça va créer aussi ce qu'on appelle une force de Coriolis. En gros, ça entraîne des mouvements d'air qui vont dans des directions opposées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, qui contribuent à la formation et au maintien des cyclones polaires qui vont créer des circulations d'air stables et qui restent en rotation constante autour des pôles. Donc sa haute atmosphère est extrêmement ténue, est principalement constituée d'hydrogène et la température y atteint environ 1500 Kelvin. Et dans les couches les plus profondes, on trouve de la vapeur d'eau, de l'oxyde de carbone et d'autres composants mineurs. Mais en se rapprochant du centre, la composition devient un mélange d'hydrogène, d'hélium,
de carbone, d'azote, de silicium, de magnésium et de soufre, ce qui est assez similaire finalement à ceux des autres géantes gazeuses, avec des températures pouvant atteindre jusqu'à 10 000 Kelvin. Donc on suppose que son noyau est composé principalement de fer, de nickel et de roches silicatées, et qu'elle représente de 10 à 20% de la composition globale. Donc ça va créer un champ gravitationnel qui n'est pas symétrique en raison de la répartition inégale de ces matériaux. Et en plus de cette asymétrie gravitationnelle, Jupiter présente des caractéristiques orbitales qui sont assez uniques puisqu'elle a une inclinaison sur le plan écliptique de seulement 1,3 degré, ce qui est assez faible, et son inclinaison axiale est tout aussi faible puisqu'elle est seulement de 3,12 degrés. Donc cette faible inclinaison combinée à la forme ellipsoïde de Jupiter influence fortement son champ magnétique et la dynamique atmosphérique de la planète. Donc ce champ magnétique est quand même d'environ 20 000 fois plus puissant que celui de la Terre, c'est pour vous dire. Ce qui donne à peu près une idée de son intensité, c'est quand même assez spectaculaire. Donc cette magnétosphère puissante joue également un rôle clé dans la formation des aurores de Jupiter. Les aurores se produisent à cause de l'interaction entre le champ magnétique de la planète et les particules chargées provenant du vent solaire. Ces particules vont suivre les lignes du champ magnétique de Jupiter et sont directement dirigées vers les pôles magnétiques. En atteignant les régions polaires, elles entrent en collision avec les molécules de gaz dans l'atmosphère de Jupiter, produisant ainsi la lumière visible des aurores. Alors, ce sont des phénomènes qu'on peut observer qu'à travers l'ultraviolet. Donc, il faut des télescopes spécifiques, comme le télescope spatial Hubble, où les observations dans l'ultraviolet permettent justement de voir les détails des aurores et de mieux comprendre les interactions qui vont exister entre les particules chargées et l'atmosphère de Jupiter. Donc, c'est ce combo qui permet la réalisation d'aurores. Alors, on n'a pas parlé des lunes de Jupiter qui sont au nombre de 79 confirmées à ce jour. Donc les plus connues sont les 4 lunes galiléennes, Io, Europa, Ganymède et Callisto. Donc parmi elles, je vais quand même souligner Ganymède qui se distingue par sa taille qui est assez gigantesque, étant plus grande que Mercure et possédant son propre champ magnétique. Et puis un petit clin d'œil quand même, beaucoup de ces lignes portent les noms des maîtresses de Jupiter dans la mythologie. Donc ce qu'on va retenir surtout sur le rôle des lunes, c'est qu'elles permettent de stabiliser les anneaux de Jupiter par les forces gravitationnelles qu'elles exercent. Elles vont maintenir les particules des anneaux sur orbite, ce qui permet de conserver la structure et empêcher bien sûr la dispersion des particules qui composent les 10 anneaux. Alors, ils sont bien moins impressionnants, faut le dire, que ceux de Saturne. Il est difficile d'ailleurs de les observer depuis la Terre, donc les principales informations que l'on a proviennent des missions spatiales comme Voyager et Galileo. D'ailleurs, leur existence n'a été suggérée qu'en 1974, donc c'est assez récent et ça a été confirmé donc par les missions spatiales dont je vous ai parlé. On a pu observer 4 parties principales dans le système d'anneaux, l'anneau halo, l'anneau principal et les 2 anneaux Gossamer qui sont eux subdivisés en 2 parties. Et en 2006, on a reçu de nouvelles images de la sonde New Horizons qui a observé un nouvel anneau. Donc c'est toujours à confirmer comme information. Donc pour l'instant, c'est un anneau potentiel, toujours en cours d'étude. Allez, je vous emmène explorer les différentes associations alchimiques de Jupiter à travers l'histoire. Dans le livre « Les planètes et les métaux dans l'alchimie ancienne » de Maurice Berthelot, on s'aperçoit que l'association de Jupiter avec un principe alchimique a été plusieurs fois révisée. En effet, les Sabéens, qui sont les héritiers des anciens Chaldéens, avaient pour habitude de mettre une statue fabriquée dans le métal représentant la divinité au sein du temple dédié à son culte. Jupiter était en éteint, une association qui est toujours actuelle. Mais au IIe siècle de notre ère, Cels, un philosophe romain,
expose la doctrine des Perses et les mystères mithriaques, qui sont des adeptes de Mithra, et nous apprend l'association de Jupiter avec l'airain. C'est ainsi que Christian August Lobeck, philologue allemand, mentionne également cette association dans son ouvrage Algophamus et dans certaines listes astrologiques. Puis, selon Olympiodore, qui est un philosophe néoplatonicien du VIe siècle, Jupiter était associé à l'électrum, un alliage d'or et d'argent considéré comme un métal bien distinct. Mais cet alliage va disparaître de la liste des métaux dans la chimie, probablement entre le Xe et XIIe siècle, au moment où les manuscrits alchimiques médiévaux ont commencé à circuler en Europe et qu'il y a eu une sorte de standardisation de la symbolique des métaux. Mais vous pourriez me demander en quoi cela nous concerne. Eh bien, ces attributions reflètent les interprétations symboliques et philosophiques de l'époque où chaque planète était liée à un métal en raison de ses propriétés perçues et de ses significations mythologiques. Donc, le symbole de Jupiter était aussi utilisé dans la chimie pour désigner notre métal. Alors, pourquoi l'électrum était-il associé à Jupiter? Eh bien, parce que c'est un alliage noble qui va combiner les qualités de deux métaux précieux. L'or, qui d'une part va exprimer la perfection et l'immortalité du Soleil, et l'argent qui présente plutôt la pureté de la Lune. Et cette union très harmonieuse permettait d'unir deux principes opposés. En alchimie, cela révélait la transformation et l'union des polarités, donc un processus spirituel, ainsi que la puissance et la richesse. De plus, cet alliage était très résistant, tout en étant malléable et souple, et ses qualités s'accordent à merveille avec notre Jupiter. Souplesse, richesse, noblesse et spiritualité par alliage des principes. Il correspond presque mieux aux principes fondamentaux de Jupiter que l'étain finalement, parce que l'étain est un métal léger, facile à travailler et de faible densité. Il est aussi résistant, mais bien moins précieux que l'or ou l'argent. Et en alchimie, l'étain représente des qualités de modération, d'équilibre, mais aussi de stabilité et de durabilité. Donc finalement, ce qu'on va retenir du principe alchimiste, c'est plutôt la durabilité, la souplesse, la transformation et la noblesse qui sont bien adéquates au principe de notre Jupiter. En parallèle, vous trouverez souvent des symboliques qui associent le glyphe de Jupiter à la mythologie romaine, ce qui est tout à fait normal, notamment à l'aigle de Zeus, porteur de la foudre et compagnon fidèle de ce dernier. Donc cette association est décrite dans les œuvres d'Homère et d'Hésiode qui datent d'une période antérieure au 1er siècle avant notre ère. Donc il est bien évident que le glyphe de Jupiter en tant que symbole astrologique n'est pas directement dérivé de la mythologie. Dans les manuscrits byzantins médiévaux datant du 6e au 15e siècle, le glyphe de Jupiter est parfois représenté par la lettre Z, zeta en grec, initiale du nom de Zeus. Cette association symbolique apparaît dans les travaux de Johannes Kameteros, un astronome byzantin du XIIe siècle qui montre Jupiter représenté par la lettre zeta dans son Compendium of Astrology. Il faut bien comprendre que cette association est plus symbolique que visuelle car la lettre zeta ne ressemble mais pas du tout au glyphe moderne de Jupiter. En réalité, le glyphe de Jupiter a été développé au cours du Moyen-Âge, période allant du 5e au 15e siècle, pour symboliser ses attributs mythologiques comme le pouvoir divin, souvent représenté par un éclair stylisé. Et cette période donc a vu naître la systématisation des symboles astrologiques dans des manuscrits médiévaux.
Donc, si nous faisons une petite synthèse de tous ces attributs, nous avons l'aigle qui vole et qui passe les frontières, qui représente cette possibilité d'expansion accrue, l'éclair, la foudre divine, la relation avec la spiritualité par la connaissance divine, l'accès aux hautes sphères. Le Z est aussi la 24e lettre de l'alphabet, l'association entre le 2 et le 4 contenu dans le symbole qui exprime une haute dimension symbolique, l'esprit par l'unité totalisant la douzaine, la complétude, les 12 yeux de l'Olympe, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, 12 chevaliers de la table ronde, mais aussi 12 et 24 expriment le temps et l'espace. Donc avec les 12 mois de l'année, les 24 heures d'une journée, ça fait le cycle complet. Dans le bouddhisme, 24, c'est la roue éternelle de la loi du Dharma. Ce nombre est aussi lié au cycle de la perfection, une complétude à la fois de l'unité et du changement, le cosmos, le temps et les saisons. Hésiode, Théogonie. Grand était l'Olympe sous les pieds immortels du Seigneur des dieux lorsqu'il avançait et la terre gémissait sous lui. Le ciel, la mer et tout ce qui existait tremblait de crainte sous la puissance de Zeus. Ça met déjà bien en situation le personnage. Alors Zeus est le plus jeune des 6 enfants de Cronos, le seigneur des titans et de Rhea. Il est à juste titre considéré comme le père des dieux et des hommes. Zeus est dès l'origine un dieu légendaire et suprême. Dans la Théogonie, Hésiode nous raconte comment il va échapper à son père dévorant grâce à la ruse de sa mère Rhea. En effet, Cronos, craignant une prophétie selon laquelle un de ses enfants le détrônerait, avalait chacun d'entre eux à leur naissance. Mais Rhea, qui est désespérée de voir ses enfants dévorés, élabore un plan pour sauver son dernier-né. Donc, elle décide de donner naissance secrètement à Zeus sur le mont Ida en Crète et à la place du nouveau-né, elle va présenter à Cronos une pierre enveloppée dans des langes qu'il dévora sans se douter de rien. C'est ainsi que notre jeune dieu sera élevé dans une grotte sur le mont Ida par les Courutes, les danseurs armés qui faisaient du bruit pour masquer les pleurs de Zeus, et par les nymphes ainsi qu'il fut nourri par le lait de la chèvre Amalthée. Selon certaines versions du mythe d'ailleurs, Amalthée n'est pas une chèvre mais plutôt une nymphe qui s'occupait de lui en utilisant la corne d'une chèvre magique qui fournissait une abondance de nourriture et de boissons, et c'est d'ailleurs de là qu'est né le concept de la corne d'abondance. Une fois adulte, Zeus entreprend de libérer ses frères et sœurs qui sont encore piégés en Cronos, et il va céder 2 métis qui va lui concocter une drogue qui va lui permettre de faire vomir tous ses frères et sœurs et renverser Cronos. Donc avec leur aide et celle des hécatonchires et des cyclopes qui avaient préalablement forgé pour lui la foudre en remerciement de leur libération du Tartare, Zeus va entamer une guerre contre les titans. Cette guerre est connue sous le nom de Titanomachie. C'est une bataille qui va durer plus de 10 ans, mais elle va permettre de mettre fin à la dynastie des titans, et ce qui va aussi permettre aux Olympiens d'établir une nouvelle dynastie. Donc ensuite, Zeus va devoir affronter les géants lors de la gigantomachie. C'est un conflit qui a été orchestré par Gaïa pour détrôner Zeus et évidemment libérer les titans, puisque les titans sont quand même les enfants de Gaïa. Donc après toutes ces batailles, les 3 frères vont se partager le monde, selon certaines versions tirées au sort. Zeus reçoit ainsi le ciel, tandis que Poséidon obtient la mer et Hadès, le monde souterrain. L'ordre et la stabilité ainsi rétablis, Zeus décide de renforcer cette nouvelle ère de paix et de prospérité
en épousant sa sœur Héra. Donc ce mariage symbolique renforce la stabilité et l'ordre parmi les dieux olympiens, et ensemble ils vont former le couple royal de l'Olympe, représentant un petit peu l'union idyllique, mais surtout l'union de l'autorité et de la fécondité divine. Donc Héra, en tant que déesse du mariage et de la famille, incarne plutôt la légitimité et la sanctification de l'union, tandis que Zeus, en tant que roi des dieux, symbolise davantage le pouvoir suprême et la justice. Donc leur mariage donne naissance à une nouvelle génération de dieux et de déesses qui va consolider le panthéon olympien en établissant un modèle de structure familiale et un petit peu une cohésion sociale. Malgré tout, Zeus va explorer l'infidélité. Il aura de nombreuses maîtresses mortelles ou divines, ce qui rendra notre déesse Héra particulièrement irascible et haineuse. Le mythe peut être vu comme une forme de psychanalyse qui met à nu la psyché humaine. Les dieux et les héros y incarnent chacun une facette des comportements et des conflits psychologiques humains. Alors avec Jupiter vient enfin le temps où l'homme met fin à ses jeux enfantins et inconscients pour entrer définitivement dans le monde du discernement mental. Et c'est à ce moment-là que les dieux commencèrent à intervenir vraiment. Voici un extrait mythologique illustrant ce moment. Mais Cronos avalait ses enfants à peine nés. Rhea, excédée qu'ils ne puissent venir à la lumière, fit en sorte de mettre secrètement au monde, une nuit, sur le mont Ida, son troisième fils, Zeus. À sa place, elle présenta à son époux une pierre entourée de l'ange qu'il dévora. Alors, cet extrait du mont Ida annonce la fonction de Zeus et donc celle du mental, conduire l'humanité vers l'union, permettre la réalisation de l'unité avec l'absolu, la nature et les autres. Nous savons que nos deux cerveaux fonctionnent de manière complémentaire. L'un utilise l'intuition, tandis que l'autre se base sur la logique et la raison. Ensemble, ils nous aident à discerner et à comprendre le monde. Aujourd'hui, on oscille souvent entre ces deux modes de pensée, l'attraction et la répulsion, le désir et le dégoût, sans parvenir à les harmoniser. Alors que dans la nature, les plantes et les animaux arrivent à équilibrer ces forces de manière tout à fait naturelle. Le mont Ida symbolise un état de conscience supérieur où ces deux forces, intuition et logique, coexistent harmonieusement. Dans cet état, notre esprit logique suit les perceptions intuitives en lien avec une vérité plus profonde. Cependant, tant que nous développons notre personnalité et notre individualité, il est clair que ces influences doivent alterner. Mais alors, comment cette dynamique de nos deux cerveaux conduit-elle à l'idée d'omnipotence et de structure sociale ? Eh bien, c'est de ce fonctionnement que naît la conscience sociale. L'omnipotence, une autorité supérieure et suprême, où Zeus effraie l'homme dans sa relation au réel. Pourquoi ? Parce que cette peur est nécessaire dans l'évolution tant que l'homme n'a pas trouvé son Dieu intérieur ou tant qu'il a besoin de lois extérieures pour diriger sa vie. Lorsque les besoins primaires de l'homme sont assouvis, l'aspiration fondamentale à la croissance et à la nécessité se manifeste par un plan de vérité. Ainsi, lorsque Zeus devient adulte, quitte le nid créé par Gaïa, il est prêt à mener ses propres batailles. Il crée d'ailleurs son armure à partir d'une pièce de la peau de sa nourrice, Amalthée, et ce geste symbolique montre
qu'il est capable de prendre sa propre puissance d'aspiration comme protection. Ainsi près, il oblige son père à vomir ses frères et sœurs, faisant ainsi émerger les puissances nécessaires à l'humanité pour arriver à une maturation complète du mental. La bataille contre son père et la libération de ses frères et sœurs permettent l'évolution de la conscience humaine, mettant fin à l'emprise des forces irrationnelles et violentes représentées par les titans et les géants. Donc, après cette victoire décisive, l'univers connaît une nouvelle répartition des pouvoirs, puisque Zeus reçoit alors le monde du supraconscient, situé au-dessus du mental, qu'il partage avec ses frères Poséidon et Hadès. Quant à ses nombreuses maîtresses mortelles ou immortelles, elles représentent des étapes d'évolution de sa propre conscience. Chaque histoire, en fait, va révéler un peu plus sur l'évolution humaine. Elle révèle aussi l'évolution de la conscience et de la réalisation des formes d'intelligence nécessaires à cette évolution humaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes celles qui vivent dans l'Olympe sont des manifestations du haut mental, mais que chacune d'entre elles représente un cycle d'évolution mentale. Et je vais conclure par cette petite réflexion de Sri Aurobindo qui nous invite à envisager l'évolution de la conscience comme un processus dynamique et intégré où l'harmonie entre les différentes facettes de notre être est essentielle pour une croissance spirituelle saine. C'est quand Jupiter fait gronder la foudre que nous croyons qu'il règne dans les cieux. Horace. Jupiter fait partie des planètes qui amènent à la prise de conscience dans la question existentielle de l'être humain. Qui suis-je ? Ainsi, Dan Rudhyar l'a définie comme étant celle qui veille à la conservation, un postulat qu'il appelle le principe de compensation, fondement de toute vie organique. Il agit comme un agent causal, bien qu'aujourd'hui le principe de causalité soit en psychologie remis en question, car les phénomènes psychologiques sont souvent plus complexes et multifactoriels. De même, il serait un peu simpliste de considérer la fonction de Jupiter comme le grand bénéfique uniquement, surtout si son principe est de nous conduire à une grande conscience. Donc bien que le principe de Jupiter puisse sembler s'opposer à celui de Saturne, c'est surtout dans leur fonctionnement intrinsèque que réside vraiment leur opposition. Alors je m'explique, Jupiter apporte un principe de compensation sous toutes les formes possibles, libérant ainsi le moi limité, tandis que Saturne passe sa nature tend à restreindre et à limiter le moi dans toutes ses expressions. Mais pour comprendre l'action de Jupiter en astrologie, il est important de connaître le principe de compensation en psychologie qui a été développé par Alfred Adler. Donc ce concept suggère que les individus tentent de surmonter leur sentiment d'infériorité ou leur faiblesse en développant des compétences ou des comportements compensatoires. On va prendre un exemple. Un enfant qui est marqué par un aspect Lune-Saturne indiquant un environnement limitatif, froid et sec pourrait ressentir le besoin de partir de chez lui pour explorer le monde et aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures pour chercher une autre chaleur. Ce processus peut mener à des traits positifs comme l'accomplissement de soi, mais aussi, attention, à des traits négatifs comme ne pas pouvoir se stabiliser ou s'ancrer. En plus, en rétrograde, la fonction de compensation va s'exprimer par l'inconscient.
Je m'explique, ça signifie que la personne peut inconsciemment chercher à compenser un sentiment d'infériorité par des rêves récurrents, des rêves de grandeur ou de succès, mais sans nécessairement avoir la possibilité d'agir et d'assouvir ses aspirations dans la réalité. Donc, notre jupitérien ou jupitérienne va agir afin d'assouvir son besoin d'expansion qui peut jouer sur le plan matériel, mais aussi sur le plan professionnel ou spirituel. Comme nous l'avons vu dans le mythe, Jupiter est en quête de justice et il se place au-dessus de tout le monde puisque son fonctionnement est lié au plan de vérité universelle. Donc, il organise, il socialise, il crée la cohérence sociale par un système de justice et instaure l'équité et la moralité, mais aussi la foi avec un grand F. Nous avons aussi vu dans notre analyse archétypale que Jupiter Zeus recevait la superconscience, celle du haut mental qui allie intuition et logique. C'est tout naturellement qu'il va chercher, de quelque manière que ce soit, à accroître toutes les choses, ce qui peut passer par son mental, mais aussi son corps physique, ses relations, sa connaissance aussi, sa spiritualité, sa célébrité, pourquoi pas, sa générosité, son optimisme, et en plus, il bénéficiera d'une certaine chance pour le faire. Donc, il agit avec une certaine confiance en lui et dans une certaine sagesse de vie. Mais comme nous sommes dans un système compensatoire, nous aurons une surcompensation, un suroptimisme, de l'opulence, l'irresponsabilité, voire l'infidélité, mais aussi l'intolérance, l'humiliation, la gourmandise et que sais-je. Donc on est dans ce principe de surcompensation du too much. Donc il est primordial de comprendre ce que la personne cherche à compenser afin de rétablir un équilibre et accéder à ce que Mark Edmund Jones suggère, c'est-à-dire relier les mondes spirituels et matériels pour faciliter la transition et l'intégration de la conscience supérieure dans la vie quotidienne. Donc pour ça, il ne s'agit pas d'être trop, il faut trouver le juste équilibre. Donc cette intégration permet à l'objectif de l'âme de se manifester plus clairement dans ses actions et ses décisions conduisant à une expérience de vie plus significative et expansive, mais en adéquation avec soi. Avec Jupiter, on va de l'avant, donc on se tourne vers l'avenir, on pense à ce qu'on va devenir et c'est aussi quelque chose qui est assez motivant pour notre jupitérien, jupitérienne, car il vit le présent, mais dans cette espèce de conscience du devenir. On va prendre un exemple, ça sera plus simple. On fait des études longues, mais on sait que c'est pour une réalisation future. On voyage dans le monde entier, mais on sait que c'est pour une acquisition raisonnable pour se construire une vie plus stable. On expérimente pour redonner aux autres et enseigner. On partage afin de maintenir une cohérence sociale. Par exemple, on érige des lois pour le fonctionnement social, ou on est enseignant, écrivain, que sais-je, pour transmettre sa connaissance. Mais bien qu'on soit orienté vers le futur, le fonctionnement s'inscrit tout de même dans l'idée de la conservation durable et c'est dans cet esprit que Rudhyar nous parle du présent comme étant la somme globale du passé. Oui, c'est un peu compliqué, mais en fait on accumule les connaissances passées, on écrit, on les intègre au présent pour les redonner aux générations futures. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Dans le thème natal, Jupiter représente pour Rudhyar la voie de notre destin individuel et l'évolution du soi. Donc une force directrice qui aide les individus à s'aligner sur leur but profond et à contribuer au progrès collectif.
Tandis que pour Liz Green, il est plutôt une force paradoxale, souvent associée à l'expansion et à l'opportunité, mais il est aussi capable de conduire à l'excès et à la chute, de soi-même et des autres d'ailleurs. Donc il faut bien regarder ces aspects et surtout avoir l'honnêteté envers soi-même, envers les autres, de comprendre dans quel système compensatoire on agit. Ceci afin de trouver bien évidemment la juste vibration et pouvoir œuvrer sur le système compensatoire et retrouver ainsi un équilibre de vie. Enfin, c'est plus que trouver un équilibre de vie, c'est trouver une action juste. Quant au cycle de Jupiter, qui reviennent tous les 12 ans, ils vont représenter des phases de croissance et de développement individuel. Il marque donc un peu le tempo du thème, car à chaque période, on va retrouver des opportunités de trouver une croissance personnelle et sociale. Donc il est important de s'y préparer et de les vivre en conscience pour bénéficier encore plus du côté positif qu'ils peuvent apporter. Comme nous l'avons vu, il est important de ne pas les vivre dans cet excès, car ils peuvent représenter aussi un excès de poids, par exemple, un excès d'optimisme, un excès sportif, et que sais-je. Donc, mal maîtrisé, il peut s'en suivre de lourdes conséquences, car Saturne, par contre, ne manquera pas de vous obliger à prendre vos responsabilités par rapport à vos excès. Alors, l'intégration de ces dynamiques peut vous permettre de découvrir le grand trésor de Jupiter, votre mont Ida, qui réside dans l'équilibre absolu, l'unification avec le tout, la haute spiritualité et la conscience de soi dans l'univers, vous menant ainsi au plan de la vérité universelle.